Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le seul magazine du paysage audiovisuel martiniquais qui donne la parole exclusivement aux femmes. Voilà, c'est une émission non mixte, mais rassurez-vous, nous parlons de tous les sujets ici avec les invités. Aujourd'hui, on va parler d'environnement, on va parler de plongée sous-marine, on va parler d'Indonésie, on va parler de La Sauterre, on va parler de sport, de marathon, enfin de beaucoup de choses avec mes invités. Deux femmes, comme d'habitude, qui sont sur ce plateau et que vous découvrez avec moi au cours de l'heure qui va suivre. Et aujourd'hui, nous avons une petite surprise pour vous. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 J'aime bien l'atmosphère sur ce plateau pendant le générique. Là, on n'entend pas bien la musique, mais ça va plaire. Cette musique. Tu as entendu, Annick, la musique? Donc, c'est du tambour. Et alors, les gens regardent et puis ils sont là, ils dodelinent un peu de la tête. Donc, avec moi aujourd'hui, il y a Annick Jubénaud à ma droite. Comment ça va? Bonjour, ça va, merci. En rose, rouge. Oh là là. Et en bleu, c'est un hasard, il y a avec moi Ludie, Marie et Léoncie. Comment ça va? Il ne faut pas regarder la télé, Ludie. Il faut me regarder ou il faut regarder Annick? Très bien. C'est ta première télévision? C'est pas ma première, mais bon, c'est pas tout le temps, c'est sûr. Mais ça va. Bon, ça en tout va, cas, très je bien. suis super contente d'être avec vous, là. Et Merci. puis, on aura une surprise, on va découvrir ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'aurais voulu que vous vous présentiez. On commence par toi, Ludie. D'accord. Alors, bonsoir à tous, à toutes. Je suis Ludie, Marie et Léoncie, maman de trois enfants. Oui, une fille et deux garçons. Voilà. Quel âge ils ont? La première a 24 ans, Mélodie. Le deuxième, Ethan, il a 17 ans et elle, 7 ans. D'accord, Voilà. elle a le sourire, on regarde, elle dit ça, voilà, tout ça qu'on rit. Donc voilà, je suis éducateur sportif, je suis animatrice en milieu social, formatrice d'adultes, responsable associatif aujourd'hui. Et puis voilà, passionnée de la vie, passionnée de plein de choses. Et passionnée de sport, on va beaucoup Passionnée parler de de sport et sport de santé, et de santé, tout à l'heure, exactement. mais pas que. Et on va un petit peu parler de l'assaut et puis tu vas nous raconter voilà, un petit peu ce c'est que ça. tu fais, parce que toi, tu Une fais de la sportive. course de fond, Oui, en fait. je fais de la course Depuis de longtemps? fond. Depuis longtemps en autodidacte et puis depuis peu en club. D'accord. Donc voilà, je suis entraînée maintenant par des coachs de l'assaut, justement, pour ne pas les citer. Et donc une belle aventure, Ok, très bien. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Alors, Annick Jubénaud, je te laisse te présenter, Annick. Alors, je viens du tourisme déjà et depuis 2005, je me suis intéressée au La Sauterre et j'ai travaillé avec Joël Minin et d'autres à la revalorisation d'une pratique qui était complètement décédée. Et depuis, on parle de La Sauterre en Martinique. Merci. Et donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire de moi, sinon je suis mère d'un adulte qui a aujourd'hui 27 ans et je m'occupe d'un petit bout de chou qui est mon petit-fils, et avec beaucoup de plaisir, et tout le monde est au La Sauterre. Et alors, on a parlé de l'assaut, La Sauterre, Saint-Lazare, mais ça, c'est la côte Nord-Caraïbe. Tout à fait. Puisque La Sauterre, on va le dire dans les détails, mais La Sauterre, c'est une pratique qui est particulière et qui est propre à cette zone-là. Alors, la pratique du labo n'est pas propre à cette zone-là, mais l'organisation sociétale qu'il y a derrière et le fait que le labo, les musiques soient particulièrement décomposées, oui, ça appartient au Nord-Caraïbe. Il faudrait savoir aussi que La Sauterre porte aussi le nom sur la côte Nord-Caraïbe de Gaouletais, quand on est entre Bellefontaine et Casse-Pilote, et de Britais, quand on est à Chelcher, mais c'est exactement la même pratique, les mêmes musiques, les mêmes familles, la même organisation sociétale. Et Donc, alors, oui, pardon. Donc ça, c'est pour la partie Nord-Caraïbe, mais il existe d'autres musiques de labo sur le Nord-Atlantique qu'on appelle la fouilletais et qui existent encore et qu'il faudrait vraiment plus revigorer. Et puis sur le sud, du côté de Morne-Blanc, des Anses d'Arlé, de Josso, il y avait de Saint-Esprit, il y avait ce qu'on appelait fouilletais ou lacade, et qui, qui malheureusement a complètement disparu. Donc c'est quoi? C'est des pratiques, quand tu dis pratiques de labo, donc des gens qui veulent cultiver un terrain, notamment Font-Saint-Denis par exemple, c'est un terrain qui est pas mal en pente, ou bien très en pente, voilà, très en pente. Donc on fait appel au voisinage, on fait appel à la... Ce sont les forces, les hommes, les forces vives qui se mettent ensemble dans le but de travailler
et de pouvoir faire les gros travaux de labour. Donc dégrader la terre, mettre en sillon, et puis ensuite chacun est responsable de son espace, de son terrain. Mais on essaye de faire un maximum de terrain pour que tout le monde soit avantagé, et derrière ça, il y a toute une organisation sociétale qui est la prise en compte de l'orphelin, qui est... c'est vraiment, on va en parler plus. Mais on peut. Bon. Donc tout simplement, il faut bien comprendre que après 1848, quand les gens sont montés dans les mornes, parce que c'est là où on leur a vendu des terrains, il existait déjà des marrons qui les ont accueillis. Et cette façon, il ne faut pas oublier que à l'époque, il n'y avait pas de mécanisation. Et même jusqu'à présent, il y a des terrains qui sont tellement pentus qu'on ne peut pas mécaniser. Donc, les hommes mettaient leurs forces de travail ensemble et on organisait des tours pour chacun. Donc, tout le monde... Une espèce de sous-sous de... Voilà, de sous-sous de force de travail. Du labo, exactement. Du sous-sous du labo. Je te donne un coup de main ce samedi-là, le samedi d'après, tu viens chez moi, etc. etc. Alors, ça ne se faisait pas tous les samedis, ça se faisait tous les jours. Tous les après-midi, les hommes, alors le matin, ils faisaient ce qu'on appelait leur train, donc tous les menus travaux agricoles. Leur train. Oui. Il y a une chanson comme ça, m'en fait très moins. Tout à fait. C'est Mona. Tout à fait, c'est ça que ça veut dire. Train. Okay. Voilà, ils font leur train et après, l'après-midi, les hommes se mettaient ensemble pour faire les gros travaux. Donc ça pouvait être du lassotais, donc du grand son, du mason, ou ça peut être du gragé manioc, c'est-à-dire qu'ils se mettaient ensemble pour pouvoir gratter un maximum de tubercules de manioc pour pouvoir les passer à la presse et ensuite faire de la farine de manioc. Et il y avait d'autres choses, il y avait aussi ce qu'on appelait les tirages cailles, c'est-à-dire que quand vous veniez de faire votre case, il fallait l'alambrisser. Donc, à partir des fibres de banane ou de vétiver, on mettait de la terre et on faisait un mortier sur lequel on dansait jusqu'à obtenir une pâte qui soit complètement homogène pour pouvoir lisser tous les murs. Il y avait aussi ce qu'on appelait le danser cacao. Donc, dans les cacaoyères, pour pouvoir, vous savez, autour de la graine, il y a une petite chair blanche, pulpe blanche. Donc, on dansait dessus pour pouvoir clarifier les graines de cacao. Donc, chacun disait le besoin qu'il avait pour pouvoir profiter de la force du groupe. Alors, il s'est organisé en société, et les sociétés, c'était une vingtaine d'hommes qui, en plus des temps de partage de travail, avait des liens de macoumet, c'est-à-dire qu'on était filleul de l'enfant d'un tel, etc., pour vraiment marquer le fait qu'on formait une famille. Bon, voilà, pour ceux qui les jeunes notamment, macomère, on dit macoumer, mais c'est macomère, ça vient de ça. C'est-à-dire que je suis parrain. Voilà. Et donc, entre eux, donc parrain, marraine, ça s'appelle macomère. Macomère, là, voilà. C'est ça. Et alors, donc, ça s'est répandu, enfin, c'était utilisé au 19e siècle, après l'abolition, 1848, et ça s'est perdu, quoi. Alors, dans les années 70, avec le bumidum, l'exode rural, et puis surtout le fait, quand on est rentré dans la monoculture, parce qu'il faut bien comprendre que le lassotais adjoint un autre principe, un autre concept, qui est le concept de jardin. Donc, c'est cet espace de jardin de subsistance où on utilisait tous les espaces, toutes les strates. Donc, les tubércules avec l'igname, la patate, les dachines, le couvre-sol avec tout ce qui est concombre, giromon. Et puis, c'était vraiment de la polyculture, les arbustes avec le piment, les aubergines, les courgettes, etc. Et puis ensuite, les arbres, puisqu'on ne peut pas ne pas avoir d'arbres pour profiter de l'ombrage. En plus, on travaille beaucoup les associations de plantes. Vous ne faites pas un carreau de dachine, vous faites du dachine associé à quelque chose. Par exemple, ça permet de lutter contre les insectes. Voilà, les plantes se protègent entre elles. Voilà. Et tu connais un petit peu ces pratiques-là? J'en ai entendu parler, oui. Tu connais la sauter ou pas? Oui, quand même. Oui. Tu es déjà allée? Je ne suis pas encore allée, mais ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller. Bon, ce sera avec plaisir parce que c'est très sportif. Oui. Voilà. Tous ceux qui font du fitness, ils viennent. Alors, je suis médisante. Ne venez pas. Venez au lassoter, vous aurez votre cours de fitness. Mais c'est complémentaire, Annick. C'est complémentaire. J'allais dire, parce qu'en fait, en réalité, en sport santé, on a souvent l'appellation sport, mais en fait, c'est l'activité physique. Oui, c'est d'abord ça. Et la sauter, c'est une activité physique de santé qui apporte la santé. Bon, on va continuer. Hein, et puis surtout, si on oublie de parler de quelque chose, Annick, comme tu as dit que tu étais bavarde tout à l'heure, il faut nous dire.
Là, on fait un petit stop, première rubrique, focus. Et là, c'est là que j'ai la surprise pour vous. Alors, focus. Je suis toujours avec mes deux invités, Annick Jubénaud et Ludie Marie-Léoncy. Je vous propose de regarder cette vidéo et puis on en parle après. Adanya banyak ikan yang bisa dilihat di atas karang-karang dan ada karang yang bertumbuh dengan baik. This is a chance to change that a little bit to make it just better than before. Prices are chances. 2020 for me has, strange as it might sound, been a great year. Like one of probably my best years ever. Financially a disaster, emotionally a wonder. Bon, l'extrait est un petit peu court, mais peut-être qu'on va voir tout à l'heure un extrait un peu plus long. En tout cas, est-ce qu'elle est là, ma troisième invitée surprise? Ah, c'est toi qu'on voit, Céline. Comment ça va? Bonjour Barbara, ça va très bien. En tout cas, donc voilà, c'était la surprise en forme aujourd'hui. On expérimente la troisième invitée qu'on va chercher un peu loin. Donc, on se serait vu il y a quelques semaines. Tu étais en Indonésie. Et là, tu es à Tenerife, aux Canaries. Donc, c'est une île espagnole qui est en face du Sénégal. Et alors, le film qu'on vient de voir, dont on a vu un très court extrait, vraiment, c'est un film que tu as produit parce que tu es donc martiniquaise et tu as vécu au cours des derniers mois en Indonésie. Raconte-nous ça un petit peu, s'il te plaît. Alors oui, je suis martiniquaise et en 2020, je suis arrivée avec mon compagnon en Indonésie pour commencer un nouveau travail. Et pour commencer à manager un dive center dans un resort de plongée. Alors, comme on le sait, les choses ont été un peu différentes en 2020, puisque la pandémie nous a rattrapés. L'Indonésie a fermé ses frontières, le resort a fermé, et on s'est retrouvés sur une île perdue. L'île est vraiment toute petite et pendant des mois, on était sur cette île. Et on a commencé en fait à rencontrer des gens qui avaient la même histoire. Alors, il faut dire que tu es instructrice de plongée et qu'avec, alors, tu as un parcours extraordinaire. Tu es d'abord ingénieur agronome, tu as vécu ici en Martinique, tu as passé ton bac ici, tu es parti en France faire des études. Et puis, tu as été donc ingénieur agronome. Et puis un jour, je ne sais pas, tu vas nous dire pourquoi, tu as décidé que tu voulais changer un peu, un peu ton fusil d'épaule. Donc, tu as décidé d'être instructrice de plongée. Et puis, depuis, tu fais le tour du monde. Parce qu'avant l'Indonésie, tu étais à Djibouti. Maintenant, tu es à Tenerife. Enfin, tu es nomade, en fait. Ça te caractérise. Tu es martiniquaise, mais tu es citoyenne du monde et tu es nomade. Oui, je suis une martiniquaise, mais j'ai vécu dans plein de pays. Et pour moi, c'est plus qu'une manière de vivre, c'est inscrit dans mon Ok, alors on ne t'entend pas très bien, Céline. En tout cas, juste avant, on ne t'entend pas très bien, c'est dommage. On va bien mettre ça au point, donc on ne va pas pouvoir te garder très longtemps. Mais donc ce film que tu as fait, c'est un film donc, que tu as profité tu l'as fait pendant effectivement la pandémie, pendant ce temps un peu reclus. Et donc aujourd'hui, donc, tu le proposes et tu nous as proposé un extrait. J'espère qu'on pourra voir plus longuement dans une prochaine émission, peut-être plus longuement ton film. Et aujourd'hui, donc, tu es à Tenerife et tu vas y rester combien de temps? Je n'en sais rien. C'est le principe de la vie de nomade, c'est qu'on ne sait jamais où l'on va et quand on y sera. Donc le film, et ce qui est génial, c'est que le film est disponible aujourd'hui sur Vimeo on Demand. C'est un film qui s'appelle Sweet and Sour de Michel Maïmini. Et j'invite tous ceux qui le souhaitent à le regarder. C'est une histoire qui touche beaucoup de personnes. C'est une histoire qui se passe à l'autre bout du monde. Et c'est une histoire que nous avons tous en commun. Voilà, donc donc on n'a pas bien entendu le nom, mais on va mettre le nom du film. Et donc c'est un peu ton regard donc sur ces personnes et la façon dont les Indonésiens
ont vécu la pandémie, donc qui était quelque chose d'assez spécial et d'assez unique hein, et d'assez nouveau pour toute la planète, puisqu'on répète que les Martiniquais ou les Français ou même les Indonésiens ne sont pas les seuls touchés par ça, le monde entier, donc des milliards de personnes touchées. Malheureusement, Céline, on ne pourra pas rester plus longtemps parce que le son n'est pas optimal. L'image est parfaite et tu es magnifique et on voudrait te saluer. Je crois que Annick connaît tes parents quand je lui ai dit qu'on serait, qu'on serait avec toi. Donc on te fait un grand coucou. Hein. Oui. Oui, eh bien, plein de bonnes choses. Je suis heureuse de faire votre connaissance parce que votre père m'a toujours parlé de vous et du travail que vous faites. Et il est très fier parce que chaque fois, il sort son téléphone pour montrer les derniers films de sa fille. Donc, on reprend contact, Céline, et on se fait un prochain rendez-vous quand la technique sera 100% OK. En tout cas, bonne fin de journée à Tenerife où il est 4 heures de plus que chez nous, enfin, à l'heure où on enregistre cette émission. Et puis, vraiment, c'était extra de te voir là et on va passer plus longuement ton film. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est vrai qu'on aurait voulu continuer un peu plus à parler avec Céline et être dans l'interaction. Pour des gens aussi enracinés que toi, par exemple, Annick, tu voyages aussi, hein, je sais que tu voyages beaucoup, mais c'est vrai, la sauté, par définition, c'est une pratique traditionnelle que tu remets au goût du jour, en tout cas que tu fais connaître. Qu'est-ce que tu penses de ces profils un peu? On a beaucoup de Martiniquaises ou de Martiniquais qui voyagent. Alors, pour être franche, moi j'ai connu le la sauté en Afrique. Wow. Ça peut sembler bizarre. C'est tout simplement parce que mon père faisait de la coopération et il était entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, pas le Sénégal, il était beaucoup plus la Guinée. Et dans ces espaces-là, les gens travaillent ensemble. Et c'est véritablement là où j'ai connu cette pratique du labo en commun. Et j'étais tellement bouche bée, je trouvais ça génial. Et mon père m'a dit, mais attends, on faisait ça à Fort-Saint-Denis, quoi. Tu me fais honte, tu me fais l'espoir aux gens que chez nous, on est individualiste. Ce n'est pas le cas. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben, c'est important pour nos enfants, pour nous-mêmes, ben, de savoir qu'on a des pratiques où il y a des valeurs éthiques qui sont la solidarité, l'amour, le respect, qu'on n'est pas toujours dans une position de prédateur, mais qu'on est dans une position de partage, parce qu'on l'a beaucoup perdu. Pourquoi on l'a perdu? Pourquoi on l'a perdu? Attends, pourquoi on l'a perdu? Tu es d'accord avec ce constat d'Annick? Je suis assez d'accord avec Annick, puisque le cœur même de ma structure, c'est ça. Ce sont ces valeurs-là. Et je cesse de lire depuis tout à l'heure solidarité, entraide. Et ben, je suis d'accord, oui, parce que ça se perd et il faut vraiment qu'on se batte pour ramener ça au goût du jour. Mais pourquoi ça s'est perdu? Ben, je pense que c'est la conjoncture actuelle aussi. Ben, on parlait tout à l'heure de technologie, c'est aussi la rapidité avec laquelle vont les choses. Ouais, mais bon, à la limite, précisément, ces nouvelles technologies pourraient nous rapprocher. On n'est pas obligé de s'insulter sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de dire des bêtises aux gens. On peut leur dire qu'on les aime, par exemple. Pourquoi? Est-ce que c'est lié à la structure familiale? Bon, tu as parlé effectivement du bumidum, mais il y a eu aussi l'urbanisation aussi. Alors, je pense que c'est un ensemble de plein de choses. Et puis, c'est un ensemble aussi, alors, ce n'est pas de la politique, mais c'est une réalité. Le système colonial avait pour but que tous ceux qui venaient de l'intérieur soient dénigrés et que tous ceux qui viennent de l'extérieur, et plus particulièrement de l'Europe, qui n'étaient pas adaptés à nous, soient mis plus en avant. Moi, l'expérience que j'ai eue du début, quand je suis allée voir les anciens pour le Lassotet, à l'exception d'un seul qui était Octave Comier, mais lui c'est un cas spécial, tous m'ont dit, mais le Lassotet ne va pas reprendre, ça n'a aucun intérêt, de toutes les façons, c'est va-et-vient nègre. Et ils n'arrivaient pas à comprendre que quelqu'un qui ait fait des études et qui avait un diplôme d'ingénieur puisse s'intéresser à des pratiques qu'ils considéraient désuètes eux-mêmes. Et ça allait plus loin. Aujourd'hui, mon fils est agriculteur et il pratique de l'agriculture saine. Quand il a eu 13 ans, qu'il a dit qu'il faisait le choix de devenir agriculteur, les anciens avec qui il pratiquait tous les week-ends, qu'il emmenait faire de la chasse au cabri, qu'il emmenait faire de la pêche à l'épervier, qui lui apprenait à faire des flûtes en bambou, les premiers lui ont dit, mais
on met qui sirène pour toujours qu'il fait agriculteur. Maman ingénieur, vini ingénieur. Oh, je lui ai dit, écoute, moi, la seule chose que je te demande, si tu es un agriculteur, je veux que quand je vois tes oranges sur le marché, quand je vois tes aubergines sur le marché, je sache que c'est les tiennes, parce qu'elles seront remplies d'amour, qu'elles seront remplies et que tu ne vas pas vendre de la mort. C'est la seule chose que moi... Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que ces pratiques-là, donc qui étaient pour une raison ou pour une autre, effectivement, qui étaient en recul, aujourd'hui sont à la mode. C'est le retour, quand on parle d'écologie, là on parle de la COP 26, on est sur des valeurs de développement durable, de solidarité aussi, de forme de solidarité. Donc ce sont finalement ces valeurs traditionnelles que nous avions, qui pour une raison qu'ont connu d'ailleurs les autres pays, industrialisation, urbanisation, c'est pas propre effectivement à la Martinique, et ni même au système colonial, j'ai envie de dire. Ça revient, ce sont des valeurs qui sont peut-être au goût du jour, non? Parce que ce sont les vraies, parce que ce sont celles qui malgré tout, c'est elles qui vont sauver le monde. Ce n'est pas en se tuant qu'on va permettre de vivre heureux. Vivre heureux, c'est rire tous les jours. Vivre heureux, c'est aller prendre un bain de mer et se dire, purée, mais c'est délicat l'eau de salée sur le corps. Être heureux, c'est pouvoir dans l'effort regarder l'autre et un sourire partagé et aller plus loin. Ce sont de petites choses, le bonheur. Ce n'est pas ce qu'on nous vend à la télé. Et toi, tu n'as pas de télé. Bon. Mais c'est pour ça que je n'ai pas de télé. Il y a un autre endroit. Alors, tu disais tout à l'heure que la sauter, c'était du sport, mais bon, toi, tu ne fais pas de la sauter, Ludie. Toi, tu fais du marathon. Et alors, et le sport, c'est un endroit où on est bien. Excellemment bien. En fait, oui. Alors, moi, je fais de la course de fond. Je fais du 10 km. Le marathon, c'est déjà un petit peu plus grand. On est sur du 50, 51, 42 km. Voilà, tandis moi, je fais de la course de fond. J'ai choisi le 10 km. Donc, c'est 10 km. Après, c'est trop long pour moi. Ça devient trop long. Oui, mais 10 km, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver Qu'est-ce qu'il faut Quand tu es en train de courir, là, à quoi tu penses pour arriver au bout des 10 km? Tu commences, donc j'imagine que c'est bon. Oui, je vais jusqu'au bout, effectivement. Oui. J'essaye en tout cas. Mais alors, c'est d'abord un plaisir. Franchement, courir, pour moi, je cours depuis longtemps. La course a été un exutoire pour moi, vraiment. Et c'est d'abord un plaisir. C'est d'abord un plaisir. Et j'ai besoin de courir longtemps parce que ça me permet de réfléchir. Quand je cours, les idées viennent. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Et puis tu es drogué parce que les sportifs, ceux qui courent, tu cours pas, Annick. En faisant du lasso-test, c'est en quelque sorte la même chose. Non, mais la course, non. La course, attends, je finis. La course, il y a les endorphines que tu libères. Il y a les lasso-test aussi. Oui, mais bon, là, attends. Je voudrais qu'elle m'explique un petit peu, et qu'elle m'explique sur 10 km, comment et à quel moment. Et puis on parle aussi, c'est peut-être les sportifs de haut niveau de la zone, tu sais, il y a un endroit où les sportifs qu'ils atteignent et qui sont dans une espèce de truc. Oui. Ils sont là aussi au lasso-test. Qu'est-ce fait la lasso-test? Alors, la course, pour moi, en tout cas, le 10 km, ça fait pas longtemps vraiment que j'ai vraiment commencé à être dans une dynamique d'entraînement. Parce que pendant longtemps, comme je vous disais, j'étais en autodidacte. Et j'ai intégré le groupe de l'ASSO, donc c'est l'équipe de Saint-Pierre. 1942, très belle équipe qui est connue pour le foot. Mais aussi aujourd'hui, dans l'athlétisme, ils font un bon travail. D'ailleurs, au classement Martinique, l'une des meilleures femmes aux 10 km, elle fait quoi? Véronique du Semi. Véronique comment? Véronique, son nom. D'accord, Véronique. Véro, je l'ai toujours appelée Véro, donc j'ai du mal à retenir son nom de famille. Et elle fait partie, elle est toujours sur le podium. D'accord. Deuxième, troisième femme Martinique. C'est vraiment une bonne athlète. Et à l'assaut, vraiment, on peut dire qu'on a de très bons athlètes. On a souvent des athlètes qui finissent sur le podium. Et ça, c'est bien. Donc, moi, pour parler de l'assaut, le 10 km, bon, ce sont des coachs, hein, Monsieur Virailly, Monsieur Rabatali, ce sont des personnes qui m'entraînent, qui m'ont appris d'ailleurs à découvrir qui j'étais. Parce qu'en fait, comme je disais, j'ai toujours couru seule. Et quand Monsieur Rabatali m'a dit qu'il fallait que j'y aille, il m'a dit, bon, dès qu'on sort, on fera 10 km, on ne fera pas moins. Et du coup, oui, c'était son discours. Il m'a dit, on fait 10 km. Et à chaque sortie, c'était 10 km. Et alors, raconte-nous ton 10 km, s'il te plaît. Alors, tu commences, tu as le mental et tout. Tu te dis, je vais arriver. Et puis, à un moment, non, c'est dur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mon 10 km se passe très précisément comme cela. Au début, je suis essoufflée, c'est comme un diesel. Au début, je suis essoufflée parce qu'en plus, comme je travaille beaucoup, pour moi, j'ai besoin de le faire. Donc, tous les mardis, 10 km. Mais au début, avec la journée et tout ça, je suis fatiguée. Au bout de 3 km, ça commence à aller. Je commence à rentrer dans du plaisir parce qu'au début, c'est pas ça. De 3 à 5 km,
Ça va. Après, aux 7 km, je commence à décliner un petit peu. Et aux 8 km, là, j'ai l'impression que j'explose. Donc voilà, je finis les 2 derniers kilomètres un petit peu mieux. Mais ça, j'ai dû apprendre à écouter mon corps. Vraiment. Et c'est parce qu'il manque les tambours du Lassotais. Certainement. J'imagine que vous avez pas édité un disque de Lassotais? Alors non, pas le disque, on a édité un livre. Par contre, la M4 et le groupe Poitabri ont enregistré les morceaux de Lassotais. Bon. Et ce que dit Madame Ludivine, c'est véritablement ça. Au départ, les hommes vont très lentement parce qu'il faut s'échauffer, il ne faut pas brûler le corps, il ne faut pas brûler les muscles. Et puis au bout d'un moment, les tambouillés sentent quand les hommes sont chauds, comme on dit, et ils vont, voilà, et ça va aller plus vite, et puis on va tout seul. Et puis l'avantage, par contre, qu'il y a, c'est que comme on est en groupe, les gens rentrent en transe. Et ceux qui sont au labo vous disent qu'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas déposer la houe parce que celui d'à côté le porte. Ils sont portés non seulement par la musique, mais par l'énergie de l'autre. Donc, c'est le soir, quand ils arrivent chez eux, qu'ils sont complètement courbaturés. Même pas fatigués parce que le taux de dopamine et tout ça étant monté dans le sang, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes bien. Et à la limite, si on vous disait de repartir, vous serez reparti. Et après, le fait qu'on ait mangé, c'est ce qui va véritablement calmer. Souvent, les bourreurs sont les derniers à venir manger parce qu'ils vous disent que s'ils viennent manger tout de suite, alors ceux qui sont au labour, ceux qui tiennent là où les bourreurs, et parce que s'ils mangent tout de suite, eh bien, ça remonte, ils ne peuvent pas. Il faut vraiment laisser le temps à la dopamine, la sérotonine, toute cette chimie du corps de redescendre pour pouvoir manger et passer à autre chose. Et les Lassotais, pour tout le monde, c'est jusqu'à 16h, 17h, mais ça nous est déjà arrivé de faire des Lassotais sur 3 jours. C'est-à-dire qu'après, il y a la fête, il y a une ambiance, et c'est ça qui fait le Lassotais. En tout cas, vous vous rejoignez, là on parle de sport et des bienfaits du sport. Et alors toi, Ludie, tu vas bientôt, tu as la tête d'une structure qui va bientôt ouvrir au Carbet. Qui a ouvert déjà. Qui est une maison sport santé. Voilà, il y en a quelques-unes en France. Alors il y en a aujourd'hui 280. Voilà. Au moins, parce qu'en fait, c'est une politique nationale qui a été mise en place. Et depuis l'année dernière, les associations qui, depuis des années, œuvrent dans le sport santé ont eu l'opportunité de répondre à ce qu'on appelle un appel à projet et à être validées et à recevoir un label. Et nous, au niveau de l'association Sport Équilibre, on a répondu à l'appel à projet sur le nord plutôt de la Martinique, puisqu'on s'est rendu compte qu'il manquait une structure de ce genre, de ce type-là. Et effectivement, notre association a été retenue, a reçu un label. Alors, il y en a 5 comme ça. Il y en a 5 en Martinique. Mais alors, c'est quoi? Donc, sport santé, c'est quoi? C'est un endroit où on peut faire du sport comme dans n'importe quel autre... Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est d'abord un centre d'information, un espace où on informe la population sur les bienfaits du sport. On fait ce qu'on appelle de l'évaluation de la condition physique. Donc, on va évaluer la souplesse, on va évaluer la tonicité, on va évaluer le cardio, l'endurance également. Et puis, à partir de cela, on va proposer à ces personnes-là d'entrer dans un dispositif où ils vont découvrir plusieurs types d'activités pour se remettre en route, on va dire ça comme ça. Et au bout de ces activités-là, au bout de ce cycle-là, on leur proposera d'entrer dans une structure sportive pour pouvoir persévérer, continuer. Donc, en fait, c'est pas un endroit... D'accord, mais ça ne se fait pas là, ça ne va pas se faire dans ce centre-là. Si tu veux. Alors, comment ça se passe? Si tu veux intéresser par les activités ou tu as envie de reprendre une activité physique, tu viens nous voir. On prend rendez-vous avec un éducateur sportif qui va t'évaluer, qui va faire avec toi ce qu'on appelle un entretien motivationnel, qui va t'expliquer, tu vas discuter un petit peu parce que souvent les personnes ne pratiquent pas parce qu'elles sont... elles sont pas motivées, elles ont envie, mais c'est difficile. La pratique en solo, c'est pas évident, ou on commence et puis on ne continue pas. Donc le but justement, c'est de lever les freins, d'échanger un petit peu sur ce qui pourrait être des freins et puis voir ensemble, étape après étape, comment on peut commencer. Et puis, c'est important aussi de commencer par une activité qu'on aime. Parce que souvent, on dit, on va courir, on va marcher. Bon, moi, je vais courir, mais ce n'est pas le truc. Ça peut ne pas être ton truc, quoi. Mais ça peut simplement être le Lassotais. Ça peut être le Lassotais. Le tai chi, le Lassotais, le yoga. Ça peut être, voilà, mais c'est ça, en fait. C'est ça tout l'intérêt. Et alors, surtout pendant la période actuelle, on a vraiment beaucoup dit, on a appris un mot qu'on ne connaissait peut-être pas si bien avant, c'est comorbidité. Oui. Comorbidité, c'est des problèmes... c'est la potentialisation de certaines maladies qu'on avait,
qui sont liées à la sédentarité, qui sont liées effectivement au fait que peut-être qu'on est trop devant la télé, et puis qu'on ne mange pas assez, qu'on fait pas la malnutrition aussi, donc obésité, maladie cardiovasculaire, diabète, qui sont des choses qui nous, hypertension, qui sont des choses qui nous, comment dire, qui nous fragilisent et qui sont quand même bien répandues. Oui, donc l'idée, c'est de lutter aussi contre. C'est ça. L'idée, c'est ça aussi. Alors le programme national sport santé, c'est vraiment aussi s'orienter vers les personnes justement qui ont des pathologies. Qui ont des pathologies, et c'est pour ça que vous avez toute une formation pour les éducateurs sportifs, ce qu'on appelle une formation APA, activité physique adaptée, pour justement être en mesure de prendre en charge ces personnes qui ont vraiment des profils particuliers. Puisque une personne qui n'a pas l'habitude de pratiquer, on ne va pas la mettre tout de suite à, je ne sais pas moi, peut-être que le lasso-terre risque d'être trop difficile au départ. Mais c'est une personne qui peut être suivie juste par rapport à ce que nous proposons, par exemple une marche oxygène. On déverrouille un petit peu et les personnes se rendent vite compte que leur corps, il est fait pour ça. Il est fait pour le mouvement, il est fait pour bouger. Et le but pour nous, c'est de leur permettre de découvrir ça, de se redécouvrir, mais d'y prendre plaisir. Parce que c'est le plaisir qui va faire qu'on va continuer. Alors, il faut aussi parler de la marche. Quand on est, notamment pendant cette période avec le confinement, on était un peu reclus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de petites déprimes. On ne va pas parler de dépression, mais vous avez des médecins qui vous prescrivent 20 minutes de marche. Ils vous disent tous les jours, il faut aller marcher. Oui, avant, les gens riaient beaucoup et ils marchaient beaucoup parce que la voiture n'était pas le moyen de transport le plus... Voilà. Et on ne se rend pas compte, sous prétexte d'aller vite, comment on perd des opportunités de vivre. De vivre. Voilà. Et très souvent, par exemple, nous... quand on fait les lasso-terre, c'est souvent sur des terrains où il y a 10, 15, 20 minutes de marche avant d'y accéder. Ça permet aux gens tout simplement de s'oxygéner, de voir la nature, de connaître des espaces qu'ils n'auraient jamais, sur lesquels ils ne seraient jamais allés. Et puis de se rendre compte, en fin de compte, que l'important, c'est de participer. Bien sûr, d'être avec les autres. Voilà. Quelqu'un me dit, ah, moi, je n'avais pas touché à la roue. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Quelques heures après, il est dedans parce que l'ambiance est propice. Il ne va pas faire comme ceux qui ont l'habitude, 3 heures ou 4 heures non-stop. Ils vont simplement faire 10 minutes, mais ces 10 minutes-là, c'est 10 minutes de plaisir, c'est une expérience. Et puis, ils vont revenir la fois d'après, ils vont faire 15 minutes, et puis ils vont revenir la fois d'après, ils vont faire 30 minutes. On a eu des échanges là en venant vous rencontrer. On a eu l'opportunité d'avoir une compagnie de danse qui, aussi au niveau des États-Unis, qui était venue. Au départ, c'était très collé-monté. En fin de parcours, ils ont retiré chaussures, etc. Et pourtant, chez eux, ils assurent leurs pieds. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ils ont passé un agréable moment et ils ont labouré comme les agriculteurs qui étaient là. Et ils étaient heureux. Donc, je crois que l'important, parce que la musique aussi soutient l'effort et qu'il y a un esprit d'accueil, l'important, c'est d'être dans une relation de partage. Et le sport, c'est ça. Mais pour revenir à la sautée, travailler la terre, dans la terre aussi, il y a quelque chose de tellement ressourçant, de vivifiant. C'est un truc, c'est énergétique en fait. Avant même la musique, avant même la solidarité, c'est énergétique. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font ça, qui ont un petit jardin, même sur leur petit balcon, parce que travailler, mettre les mains dans la terre, planter, créer des choses. Et quand vous êtes chez les anciens, ils vous disent que quand ça ne va pas, il n'y a rien de mieux que d'aller désherber son jardin parce que ça vous permet d'arrêter de penser en boucle, de poser une attention sur quelque chose d'extérieur. Et comme c'est minutieux, donc vous êtes tenu et ça permet des reconnexions au niveau du cerveau. Moi, je ne suis pas du tout psy. Et donc ça vaut ce que ça vaut, mais moi je suis persuadée, parce qu'il y a un état, on est dans un état en plus avec le confinement, avec la crise sanitaire, dans une espèce d'état un petit peu de morosité, pour pas dire plus, non Personnellement, je vais vous dire une chose, depuis le Covid, je vis super bien. Non mais globalement, mais parce que vous n'avez pas la télé. Annick, tu n'as pas la télé, c'est pour ça, tu n'as pas la télé. Non seulement ça. Et tu n'as pas les réseaux sociaux, tu as les réseaux sociaux ? Je ne regarde pas ça. Ah ben voilà, bon. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que je redescends quand même, au moins, puisqu'on vend nos paniers, puisqu'on est quand même 35 personnes du monde rural et dont beaucoup des agriculteurs avec Sirette. Et on a fait le choix de mettre notre production
ensemble et nous vendons nos produits qui sont tous des produits sains sur des points de rencontre. Donc, je vais rencontrer quand même le monde. Mais attends, je reste 2 secondes sur ça. Tu vas me donner ton avis. On va revenir après, on va parler. Enfin, moi, mon analyse. Donc, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'as pas la télé. Ne va pas dessus, c'est pas la peine. Et moi, quand je veux être zen, je ne vais pas regarder la télé, je ne vais pas écouter la radio, je ne vais pas aller, tu vois. Mais je me dis, et je te dis vraiment, ça vaut 2 francs 50, que si on était plus connecté à la nature, à regarder les arbres, par exemple, tu regardes les arbres, essaie de connaître les noms, par exemple. On a de beaux arbres. Si on n'avait plus cette pratique-là, on serait tellement mieux. Ça, c'est clair. On n'est pas assez connecté, à la nature. On est un petit territoire, mais on est déconnecté parce qu'on est urbanisé, parce qu'on est consommateur, parce qu'on est sur les réseaux, parce qu'on est déconnecté. Et je suis persuadée que, vraiment, c'est un avis qui est vraiment enraciné, que si on avait plus ces pratiques-là, mais même marcher comme tu fais, aller marcher dans la nature, faire des randonnées, etc., on serait mieux dans nos têtes. Oui, mais en plus, on aurait mieux mangé parce qu'on serait passé, on aurait eu des poids doux, on aurait récupéré. On allait véritablement respecter aussi le travail d'un agriculteur. Et très sincèrement, j'ai perdu 20 kilos en commençant le Lassotais. C'est pas parce que je faisais plus de sport que personne, c'est tout simplement parce que pendant 4 ans, j'ai pas mis les pieds dans un libre-service. Je ne mangeais que des produits frais, je ne passais pas à la pâtisserie, je ne mangeais pas de soda, McDo, je ne connaissais pas. Donc, automatiquement, le corps étant bien alimenté avec des choses fraîches, des fruits, donc on a tout ce qui est en termes de vitamines, etc. Quand j'avais ma grippe, c'était Atumo, c'était Herbapic, c'était des reconnexions avec des plantes qui permettaient au système immunitaire d'être debout, et ce n'était pas du dopage. Et puis, il faut dire une chose, je respecte les sportifs, mais il y a un certain nombre d'agriculteurs, le fait seulement de monter tous les jours sur leur terrain et de redescendre avec 50 kilos. C'est de l'activité physique. C'est 50 kilos sur tous les trapèzes sont épais. Et puis avec un sens de l'équilibre qui est extraordinaire, parce qu'en plus du ça, quand vous descendez avec eux et qu'ils sentent que vous allez tomber, ils ont le temps de vous rattraper. Donc c'est vraiment des réactions. Ils ont des réflexes, mais on parle bien d'activité physique. Anna Sautet rentre parfailement dans un programme de sport santé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils l'ont appelé sport santé. Mais en fait, dans les objectifs fondamentaux, on ne parle pas de sport. On parle toujours d'activité physique et ou sportive. Mais activité physique. Pourquoi? Parce que c'est moins effrayant. Parce que quand on parle du sport, les personnes ont souvent tendance, à part ceux qui aiment le sport, qui sont dans cet esprit souvent de compétition et tout ça, les gens ont peur en fait. Ils ont peur d'avoir mal, c'est pour ça. C'est souvent pour ça. Moi j'ai des pratiquantes. Aujourd'hui, on a ouvert, on a mis ce qu'on appelle la marche oxygène, on a créé une discipline. Et aujourd'hui, quand les dames qui ne voulaient pas du tout entendre parler de ça parce qu'elles avaient peur d'avoir mal, elles ont peur d'avoir des courbatures, elles y reviennent doucement. Et elle se rend compte que non, on ne parle pas forcément de sport, on parle vraiment de reprise, de remettre le corps en mouvement. Moi, je dis souvent que la vie est mouvement. On a bien sûr, la vie, bien sûr. Et même quand on est malade. Quand tu entends, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'assister à des conférences du docteur Fanon, par exemple, qui parlait de cancer colorectal, etc. Ou même quand on parle du cancer du sein, avant, pour ne pas être malade, il faut faire du sport. Quand on est malade, il faut faire du sport, bien sûr, selon les prescriptions médicales. Et après, il faut faire du sport. Le sport est utile à tout moment. C'est toute la chimie, en réalité. On oublie une chose, c'est que notre corps, c'est de la chimie. Et que toutes nos hormones fonctionnent à partir du moment où on est en activité. Et ça, on oublie d'expliquer ça à nos enfants. Même chose, entre un verre de jus, même si c'est un jus local et un verre d'eau, buvez 10 litres d'eau et puis juste le jus pour les apports en nutriments complémentaires. Mais normalement, juste avec l'eau, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et parfois, on a besoin d'un petit peu de sucre quand même. Oui, pas besoin. Ça, c'est quand on a fait le 10 km, on a besoin de sucre. Même au réveil. Le sucre est fondamental. En fait, pour la tête, c'est la première énergie. Voilà, si, mais moi, quand je parle de sucre, le fructose, je ne le vis pas comme du sucre. Oui, c'est ça. Oui, le sucre dans un fruit. Voilà. Mais pas le sucre industriel ajouté, etc. On est d'accord. Il nous casse. On est d'accord. Alors, on a parlé de la Sautet.
Est-ce que la Sautet va entreprendre d'être reconnue comme patrimoine de l'humanité ou de l'UNESCO, comme le Maloya, comme l'Aïol, Alors aujourd'hui, comme le Boulagel en Guadeloupe? On est aujourd'hui dans une grande réflexion parce qu'il y a parmi nous ceux qui sont pour, et il faut qu'on puisse l'entendre, et qui ont des objections, et ceux qui sont contre. Aussi. Et par contre, ce qui est important pour nous, c'est d'abord on soit dans de l'ancrage. Et cet ancrage, c'est qu'on le fasse passer à nos enfants. Parce que le La Sautet était à deux doigts de disparaître complètement. Et je remercie toujours quelqu'un parce que à l'époque, c'est M. Duriveau qui, pendant les années 70, parce que lui a été élevé dans une société La Sautet, il a été instituteur, il a voulu que ça perdure, il avait une peur bleue que ça se perde. Mais en 2005, il avait tout abandonné parce que ce n'était pas si évident de mettre un certain nombre de personnes ensemble et que ça devenait du folklore. Donc, il a fallu, pendant de 2005 à 2008, que des agriculteurs, alors des anciens qui avaient à l'époque plus de 80 ans, d'autres qui étaient dans la quarantaine, qui étaient dans la force de l'âge, et puis, une femme folle comme moi, qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir se dire, mais si on devait rêver, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec le La Sautet? Et on a travaillé sur un projet de développement territorial et aujourd'hui qui même est reconnu par un certain nombre de chercheurs parce que en début du mois d'octobre, on a travaillé sur les droits culturels avec un certain nombre de chercheurs de la Sorbonne, de certaines universités, et en plus du ministère de la Culture qui aujourd'hui se pose véritablement la question comment on doit travailler à reconnaître tous les patrimoines, parce qu'il n'y a pas de sous-patrimoine, il y a des patrimoines de personnes différentes et il n'y en a pas ceux qui sont plus hauts que d'autres et que tous sont dans une notion d'équité et d'égalité. C'est pour ça d'ailleurs, oui, pardon. Donc, et ça a été la chose qui nous semble importante, mais nous, l'important au départ, c'était cet ancrage avec nos jeunes, qu'ils se rendent compte que sur un territoire où on leur dit « mais il n'y a rien, c'est pas vrai, il y a tout ». Mais maintenant, est-ce qu'ils ont envie d'être spectateurs et laisser les autres prendre la place, mais il ne faut pas qu'ils pleurent? Ou est-ce qu'ils deviennent acteurs, mais aussi auteurs de leur histoire, auteurs de l'écriture de leur territoire? Et alors ça passe, le témoin est transmis? Ça semble, puisqu'on a on a sur nos La Sautet beaucoup de jeunes et des gamins qui ont 20 ans. Aujourd'hui, on a une cellule de jeunes agriculteurs qui ont entre 25 et 30 ans, qui sont sur tout. Et ils sont en train de même monter une cellule et une autre association à côté de la nôtre pour pouvoir travailler les pratiques sur la permaculture, toutes les pratiques anciennes qui étaient, et de les tester sur leur terrain pour voir lesquelles sont les mieux adaptées. Donc, et pourtant, tous, ils ont au moins une licence en agriculture biologique ou des diplômes. Donc, ce ne sont pas des gens qu'on aurait pu dire comme avant, ce sont des illettrés, non. Donc, ils ont fait des choix de vie, des choix de qualité de vie. Et très sincèrement, je suis tellement heureuse d'être avec eux parce que j'apprends plein de choses. Et c'est aujourd'hui la jeunesse qui nous apprenne à découvrir. Malheureusement, de 2008 à maintenant, on avait une vingtaine d'anciens qui nous suivaient. Là, les deux derniers, on les a enterrés au mois de septembre et au mois d'octobre. Il nous en reste 3. Un qui malheureusement est atteint d'une leucémie, l'autre qui est Alzheimer et le dernier qui a encore toute sa tête, mais qui est pas loin de 100 ans, donc qui est un peu fatigué. Donc il y a un vrai enjeu de préservation de ce patrimoine immatériel. Et en décembre, il y aura les journées internationales du patrimoine immatériel. Et j'ai lu que il y avait donc effectivement la sauvegarde du patrimoine immatériel contribue également à la mise en œuvre des droits culturels. Donc c'est dans la mesure où l'UNESCO demande que les communautés dépositaires du patrimoine soient reconnues. Et puis j'ai lu qu'il y avait eu une proposition de la commission du Sénat sur la sauvegarde du patrimoine immatériel qui était rendue, une proposition de la commission, enfin un rapport qui était rendu en mai 2021.
Et pour faire, alors si j'écris et puis que j'oublie les lettres, je n'arrive pas à me relire, pour faire de 2022 l'année du patrimoine immatériel. Alors, on y arrive ou pas ça? Je pense qu'on va y arriver, on n'a pas le choix, mais nous, on nous avait invités en 2020, le 22 mai 2020, une lettre du ministère nous demandant de porter les journées du patrimoine culturel immatériel des Antilles, de la Guyane. Donc c'est ça que vous allez faire? Et des régions ultra-périphériques. Donc, au mois de... Alors, il y a eu une première rencontre en mai 2019 en Guadeloupe où on a commencé à se mettre en réseau. Et là, aujourd'hui, on est en train d'essayer de passer à un autre niveau, c'est-à-dire commencer à revaloriser des patrimoines qui demandent à être sauvés. Et nous, on a fait le choix de tout ce qui est plantes médicinales. Donc, nous travaillons, alors nos projets, c'est de restructurer des plantothèques d'urgence dans toutes les communes. Plantothèque, ça vous dit quelque chose, Ludie? Non, ça me dit. Plantothèque, c'est des... alors, je vais essayer de définir. Ça peut être des petits ou grands. Par exemple, il y en a notamment une à Tivoli ou à Fort-de-France. À Saint-Pierre, il y a un projet de plantothèque, d'ailleurs. Il y en a aussi au Mont-Nevers, Saint-Denis. Donc, c'est des lieux, en fait, où on met des plantes qui ont des comment dire, qui sont utiles, voilà, des usages, des usages, des plantes médicinales et qui servent. C'est pas que médicinal d'ailleurs. Il y a des plantes qu'on peut manger, des plantes qui soignent, voilà. Mais ça peut être dans un petit carré. Ça peut être dans un petit carré. Moi, je suis allée à Tivoli. C'est 15 mètres sur 15, c'est tout petit, mais il y a plein de plantes. Elles sont étiquetées, elles sont bien identifiées, répertoriées. Et donc, il y a cette espèce de, comment dire, non pas de tendance, mais de politique qui est de Alors, il faut bien comprendre qu'on oublie une chose, c'est qu'on est sur 1100 mètres carrés. Imaginez qu'on ait un tsunami ou un cyclone et que pendant plusieurs jours... 1100 km². 1100 km², pas mètres carrés. Oui, mètres carrés, c'est tout petit. Oui. Mais on est petit, 1100 km², autant pour moi. Et que, eh bien, il s'avère que peut-être que les médicaments ne pourront pas rentrer. Alors que nous avons les plantes ici pour la première urgence qui peuvent permettre de... Et ça va plus loin, c'est que ces pratiques ont toujours été adossées au jardin. Parce que quand... alors, c'est des expériences dont je parle. Quand mon fils s'est installé en tant qu'exploitant agricole, il y avait 4 ou 5 anciens qui sont montés et lui ont dit, bon, sur ton terrain, il faut commencer par mettre telle plante à tel endroit, telle plante à tel endroit. Parce que si tu vois, par exemple, moi je ne savais pas que la banane, la fibre de banane, le latex, il n'y a pas meilleur cicatrisant. C'est-à-dire qu'il faut en avoir quand vous vous coupez avec un coutelas pour arrêter l'hémorragie et pour restructurer tout de suite la plaie. On attache avec les fibres de banane. Il y a d'autres plantes comme le goconsole qu'il faut avoir parce que si vous vous tordez la cheville, eh bien, il faut tout de suite le mettre en cataplasme. Et il y a encore d'autres plantes sur lesquelles il dit, il faut que tu mettes ça à tel endroit à l'ombre parce qu'il ne faut pas que ça prenne du soleil. La rada, par exemple, c'est un fongicide. Mais en plus, c'est quelque chose qui va doper tout le système. Donc, il y a plein de plantes et qui traînent partout, mais qu'on ne connaît pas, qu'on va ajouter et qui ont des vertus médicinales. Voilà, mais il faut les connaître quand même. Voilà, il faut les connaître. On a en plus la chance de faire partie du réseau Tramil, dont les laboratoires principaux sont sur Cuba. Et il faut reconnaître que Cuba, en termes de médecine, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, surtout avec l'utilisation des plantes. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser ce réseau, surtout que le PNRM, depuis des années, a fait un super travail autour de ça et qu'aujourd'hui, il le met à disposition de tous. Donc, fort de ça, nous, on a comment les planter. Le PNRM a fait cette collecte avec les vérifications médicales qu'il y a derrière et ethnopharmacopée. Donc, l'ethnopharmacopée, c'est comment, parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est l'effet placebo. Si vous croyez que vous allez guérir, vous êtes déjà en posture de guérison. Si vous croyez que vous allez mourir, tous les médicaments qu'on va vous donner, ça ne va pas fonctionner. Si vous croyez que vous avez cette croyance-là, vous allez permettre aux molécules des plantes de passer
à l'exponentielle dans votre corps. Et c'est ce sur lequel nous travaillons parce que c'est lié à notre jardin, c'est lié à notre activité physique. Mais on a fait un long détour. Revenons 2 secondes sur ce qui va se passer. Donc, les Journées internationales du patrimoine immatériel. Donc, vous êtes un petit peu le maître d'œuvre de cette chose-là. Les gens vont venir ici, vont venir du monde entier. Ça va se passer sur 3 jours. Alors, on a des invités. Alors, ça va. Il y a 2 aspects. Il y a les projets. Donc, je vous ai parlé des Plantothèques, mais il y a aussi la Voix Bef avec la coopérative, la CODEM, sur lequel nous travaillons, et aussi avec la Maison du Bel-Air, parce que les anciens de la Voix Bef qui sont encore vivants. C'est quoi la Voix Bef, Ludie? Oui, j'entends plein de techniques. C'est quoi la Voix Bef? Alors, la Voix Bef, c'est simplement le labour avec la traction animale, et plus particulièrement les bœufs. On fait ça ici? La Voix Bef. On a toujours fait ça ici, sauf que c'est mort, puisque les tracteurs sont arrivés dans les années 50, et que quand on venait avec son bœuf pour pouvoir, tout le monde se moquait de vous. Donc ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Il y a encore les anciens, donc il y a une capacité d'exister. Il y a une chanson là encore, il y a une chanson là que chante, qu'interprète Ralph Tamar, enfin notamment La Voix Bef. Tout à fait, ce sont des chansons de La Voix Bef. Ou comme la chanson La Haute Chanflotte, si mauvais. C'est une chanson de La Sautet et c'est une histoire c'est une histoire qui s'est passée à une dame de Font-Mascret qui s'est mariée avec un monsieur de Chanflore et qui a emmené son beau-père à Chanflore. Et quand ses amis l'ont vu dans l'état dans lequel il était, le lendemain, sur le La Sautet, tout le monde savait que la fille faisait des misères à son papa et on lui a demandé de rapatrier le papa au niveau de Font-Mascret. Donc, il y a plein d'histoires. Donc, on disait, donc La Sautet, La Voix Bef, voilà. pour les journées internationales. Et puis, alors ça, ce sont les projets qu'on est en train de remettre en route pour que dans 10 ans, ça ait du sens. Et puis, nous allons inviter plein de gens, des militants, qui ont cru à un patrimoine de leur pays. D'accord. Donc, par exemple, on aura ceux qui ont porté le Maloya à la Réunion. À la Réunion. On aura certains de ceux qui ont porté le Broca aussi. Donc, oui, alors je t'interromps 2 secondes. Annick, la Réunion, donc il y a eu des choses qui sont rentrées effectivement à l'UNESCO, mais c'est intéressant les noms, c'est joli. Donc il y a le Maloya qui est effectivement à l'UNESCO depuis 2009, le Racontas d'Histoire, je ne sais pas si... Alors c'est l'équivalent de Nocon. Voilà, le vannerie du Vacoa. Alors, le Bacois, c'est notre vannerie à nous. C'est exactement ce qu'on retrouve à Sainte-Marie. Donc, ils viendront et ils travaillent dessus. Oui, ça, c'est la Réunion. Alors, la Guadeloupe, ils ont le Bouladjel qui est rentré. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Pourquoi je n'ai pas noté le... Enfin, bon, ils ont aussi ce qui est lié à une pratique de Marie-Galante aussi. Alors, le convoi. Je ne suis pas sûre que ce soit le convoi, mais oui, peut-être. Ouais. C'est le convoi. Alors, vous savez, ce qui nous aide aujourd'hui à rebalancer la Voix Bef, le cabouette de Marie-Galante, le carnaval en cabouette, le Bouladjel et le gros cap pour la Guadeloupe. Oui. Voilà. Alors, ceux qui aujourd'hui nous aident à revaloriser la Voix Bef, c'est Marie-Galante. C'est eux qui, parce c'est les mêmes techniques arabes. Et aujourd'hui, sauf qu'eux, ils utilisent des sons gutturaux. Donc, alors que nous, on chantait aux animaux. Donc, c'était des chansons. Et quand ils entendaient une chanson, ils savaient qu'il fallait aller à droite. Donc, l'important aujourd'hui, c'est qu'on marque aussi. Voilà. Donc, c'est qu'on puisse garder nos principes. Et en sachant qu'il y a une partie qui est partagée avec l'ensemble de la Caraïbe. On n'a rien inventé. On pourrait parler de cela longtemps. Et puis quand tu vois Ludie qui connaît ni la Voix Bef, ni le La Sautet, ni le Bouladjel. Moi, ça me parle. Moi, j'adore Bouladjel, moi. Ça me parle parce que, tu sais, j'ai aussi une structure où on fait de l'éducatif avec les enfants. On a un pôle famille et loisirs, et donc un centre de loisirs et tout ça. Et quand tu parles, moi, je vois bien les enfants. Alors, avec des enfants de 5 ans, on fait des La Sautet et c'est génial. Et on leur fait aussi... on a un agrément académique, ce qui nous permet de travailler dans les écoles. Par exemple, quand Cap-Nord a lancé le concours sur les jardins, l'école primaire et le lycée qui ont été primés, ce sont nous qui avons accompagner ces écoles. Et on l'avait fait au départ juste pour le plaisir. C'était l'école primaire de Mondezès et le lycée Pernod du Lorrain. Donc, c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans un esprit de transmission. Et tout le reste, la haute taille,
au François va être remis à l'honneur. Au niveau de la Guadeloupe, on attend les anciens de reprise, puisque malheureusement, il semble que l'association aujourd'hui soit dans une situation un petit peu difficile, parce que les attentes par rapport à l'UNESCO ont été peut-être trop importantes et on oublie souvent qu'il faut qu'on soit acteur de notre développement et que ce n'est pas les autres qui vont le porter. Et on est devenus véritablement des consuméristes, pas des consommateurs, des consuméristes. Notre raison d'être, c'est de consommer. Et aujourd'hui, et je pense que la crise de 2009 a été la première marque à dire aux gens, mais arrêtez, vous pouvez cultiver, vous pouvez. Et quand chacun fait son petit jardin à côté de chez lui, c'est pas seulement de la nourriture qu'il mange, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est que quand il y en a beaucoup, vous êtes obligé de donner aux voisins, donc vous êtes dans de la cohésion sociale. Sur des actes qui semblent anodins, on est vraiment en train de créer société. Et c'est pas pour rien que les anciens avaient appelé le regroupement des sociétés, parce qu'il y avait des règles. Et ce n'est pas seulement sur Font-Saint-Denis ou toute la côte nord Caraïbe, mais ça existait aussi ces sociétés qu'on appelait des sociétés Bélia sur la Nord-Atlantique. Donc le mot société a du sens. Avec Annick, on pourrait faire 4 heures d'émission. Mais elle avait dit au départ, je me rappelle. Oui, elle a dit avant. C'est passionnant. Mais comme il nous reste peu de temps et qu'il y a quand même 2 petites rubriques auquel je tiens. Donc, je vais vous poser ma question. Donc, première, on a oublié un générique, mais c'est pas grave. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué? Moi, mon père. Alors, attends, tu vas nous raconter pourquoi. Et Ludie? Je vais dire pareil. Pourquoi? C'est qui ton papa? Mon père, c'est monsieur Marie-Éléoncie André. C'est un homme extraordinaire. Pourquoi est-il extraordinaire? Parce qu'il a vécu quelque chose de dramatique. Très jeune, il s'est marié. Il a son épouse, en fait, pour la petite histoire, il l'a connue à l'âge de 7 ans. Marié à l'âge de 17 ans. Et ma maman est partie à l'âge de 29 ans. Et ça a été un drame. Ça a été un drame. Et je disais pas plus tard qu'il y a 2 jours à mon grand frère, je suis fière de mon papa parce qu'il est passé par des moments terribles. Et ce qui est difficile, c'est que je crois qu'autour de lui, comme c'était un homme fort, je crois qu'autour de lui, la famille n'avait pas pris conscience de la douleur qu'il avait. Et c'est maintenant, à l'âge de 70 ans, parce qu'il en parle souvent, il nous en parle beaucoup, qu'il commence à sortir la tête de l'eau. Il voit que ses enfants ont réussi, il voit tout ça. Et il commence à vivre après 70 ans. Et ça va faire 40 ans là, que ma maman est décédée. Et franchement, quand je le vois aujourd'hui, c'est un exemple extraordinaire de force pour moi. Et d'amour aussi. Et d'amour. Et il m'inspire, il m'inspire. Et c'est un homme, il n'a jamais le verbe trop haut. Jamais. Il est juste. Il est juste. Il nous a tapé une fois, et encore, c'était compliqué. Mais franchement, c'est vraiment lui que j'ai envie de dire, qui me marque en tant qu'homme. Et si je pouvais, jusqu'à 70 ans encore, avoir toutes ces valeurs qu'il continue à véhiculer, ouais, je pense que je dirais, oui, je suis une femme accomplie. Ouais. En tout cas, tu es une belle personne. Merci, c'est gentil. Et toi, donc, Annick? Mon père, c'était un cas. C'est un bon Antillais, avec les défauts des Antillais, mais il y avait une chose, c'est que c'était quelqu'un qui savait écouter et qui n'était jamais dans le jugement. Il est décédé. Non, malheureusement, il est parti trop tôt. Et c'est quelqu'un, chaque fois que j'étais à l'initiative d'une folie, il me dit « vas-y, même si tu rates, c'est pas important, il faut essayer ». Et quand j'ai voulu démarrer le Lassotais, parce que ma folie a été loin, c'est que j'ai démissionné de mon emploi pour m'occuper du Lassotais, donc sans acédique, sans rien. Et je lui ai dit, mais ça va fonctionner. Mon frère m'a dit, la seule chose, tu fais tes affaires, mais oublie que je suis ton frère. Voilà. Ma mère était un petit peu dans la même configuration. Et lui m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Et puis, si tu as un problème d'argent, je pourrais te prêter des sous. Malheureusement, il est mort un an après. Et pas prêter, me donner. Mais c'était vraiment quelqu'un qui savait écouter. Et qui te poussait. Non seulement moi, mais tout le monde. Et quand, à sa mort, j'ai découvert qu'il avait aidé plein de gens. Et beaucoup de portes me sont ouvertes parce que mon père a aidé. Et moi, je l'ai toujours vu, pantouflard. Je lui disais tout le temps, mais tu ne peux pas bouger, mais sors. Et en fin de compte, je ne sais pas à quel moment, ni comment, mais
partout où je vais, mais tu es la fille d'Alex? Oui. Ah, mais ton papa a fait ça pour moi, ton papa... Je dis, mais à quel moment... Jubélo, Oui. Pas vu. Et franchement, j'avoue que... Et puis, c'était un homme qui avait des valeurs. Quand j'arrivais et je critiquais quelqu'un, il me dit, oui, bon, d'accord, j'ai entendu. Il a tous les défauts du monde. Donne-moi une seule qualité. Et cale-toi sur cette qualité parce qu'on n'est pas une chose, on Bien est sûr, plusieurs choses. on a tous des voilà. défauts. On a tous des Et défauts. très sincèrement, à sa mort, j'ai véritablement réalisé que tout ce qu'il nous avait apporté, il y a des choses enfants, on allait à l'Anse-Turin, on s'asseyait et on regardait les couchers de soleil. Je n'avais jamais réalisé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié aller marcher à la rivière, aller se baigner à la rivière, écouter le bruit de l'eau, prendre une feuille, la caresser. Il faisait des collections de pierres. Partout où il allait, il récupérait une pierre du lieu, surtout quand le lieu était beau. Et j'ai gardé cette pratique aujourd'hui parce qu'en fin de compte, ça marque des temps. Bien sûr. Et c'était quelqu'un qui était connecté pour voilà, le coup. et qui riait tout le temps de tout, de rien, de la vie, quoi. C'est extraordinaire. Petit jingle avant le mot de la femme. Alors, le mot de la femme, ça veut dire que c'est fini. Donc, vous avez le mot de la fin. Quelque chose que tu aurais voulu dire, lui dit que tu n'as pas pu dire. Voilà, donc c'est quoi le mot de la fin pour toi? Ce serait quoi le mot de la femme? Le mot de la femme, ce serait continuons d'espérer, continuons d'y croire. C'est vrai, je suis très contente d'avoir rencontré Annick parce que je me rappelle qu'on s'est rencontrés sur la plage et sur le moment, j'ai dit oula, parce que je lui ai proposé, comme je disais tout à l'heure, un prospectus. Je suis agréablement surprise de te rencontrer parce que je t'entends parler et quelque part, je me vois moi. Quand tu dis que tu as abandonné un poste pour pouvoir te consacrer à ta passion, ben, j'ai fait pareil. Et tu vois comme quoi le monde, c'est ça, c'est les belles rencontres. Souvent, on s'arrête sur un premier contact. Mais je pense qu'il est important d'aller plus loin. De mieux connaître. Voilà, donc il faut se parler. Pour mieux se connaître, on se parle. Et généralement, sur ce plateau-là, on se parle. On parle d'ailleurs beaucoup. Hein. Alors moi, le mot de la fin, ce serait qu'il faut qu'on continue à croire en l'homme, en l'humanité. L'humanité est belle. Vraiment, on a de vraies valeurs. Je crois que depuis tout à l'heure, sur ce plateau, on ne cesse de parler de valeurs. Et c'est ça, je crois que moi, ce qui me motive, c'est ça. Je crois aux valeurs de l'humanité, aux valeurs de la vie. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec tout le monde. Croyez aux valeurs de la vie. Super, Ludie. Voilà, merci pour ces mots extraordinaires. Et on rappelle tout de même qu'il y a cet espace qui est créé, voilà, à la tête duquel tu es. Oui. Donc, cet espace Maison Sport Santé, pour aller mieux, parce que là, on l'a dit beaucoup, notamment au début, mais il faut être bien dans notre tête, et il faut être bien dans notre corps, donc il faut pratiquer, que ça soit la marche, la course de fond, les 10 km, mais aussi le lasso-tête. Le mot de la forme, ce serait quoi, Annick? Qu'on a des valeurs qui sont des valeurs traditionnelles sur lesquelles il faut véritablement qu'on s'appuie. Et la vie amène la vie. Et il y a un proverbe qu'un ancien m'a dit, bon Dieu pas à jouer ses billes, mais c'est lui qui a tient véritable GA. C'était puis on s'est taillé. Donc, on nous voulait. Waouh, magnifique. On nous voulait, magnifique. Merci, mesdames, d'être venues sur le plateau de Forme. On a passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai découvert plein de choses. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve pour un nouveau... Et puis, on dit merci à Céline Montfort, qu'on n'a pas pu entendre très longuement. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de la retrouver dans de meilleures conditions techniques. Elle est avec nous de Tenerife, après avoir été, on l'a dit, en Indonésie et puis avant à Djibouti. Voilà, c'est une nomade, mais on a vraiment moi j'ai vraiment envie de continuer à discuter avec elle pour comprendre un petit peu ses motivations et puis le rapport qu'elle peut avoir avec ce dont on a parlé, hein, cet enracinement martiniquais. Elle avait des choses à nous dire. En tout cas, nous on se retrouve très vite, très bientôt, sur Zitata, la même chaîne, sur le même plateau, Femmes, avec 2 autres femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, à bientôt. Bye bye. Femme.